Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons une chronique sur l'histoire du Burundi ou tout simplement sur l'histoire du peuple Murundi. L'intérêt de l'histoire pour un pays est énorme. C'est pourquoi nous avons jugé utile de proposer cette chronique pour répondre à deux questions essentielles que chaque Murundi devrait s'interroger. La première question, c'est Nicolas Mayugi qui nous la pose dans son excellent livre sur l'idéologie du génocide. Il nous dit ceci: l'idéologie du génocide est une pensée de l'extermination totale. C'est terrible et effrayant. Mais plus effrayant encore est de savoir comment les Barundi, peuple qui hier a provoqué l'admiration des étrangers à plus d'un titre, en sont arrivés là. Nous pouvons aussi nous interroger, après la signature de l'accord d'Arusha, voici 20 ans, cet accord d'Arusha était orienté vers la paix et la réconciliation du peuple Murundi. On peut donc s'interroger, avec ce que nous voyons aujourd'hui, sur la situation des Barundi. Comment en sommes-nous arrivés là, alors que le programme d'Arusha était la paix et la réconciliation pour tous les Barundi? Je vais vous présenter 3 citations qui vont vous éclairer sur les orientations que nous prenons en faisant cette chronique. La première citation est celle d'Alain Foka. Alain Foka, dans l'introduction de ses chroniques, nous dit « Un peuple sans histoire est comme un corps sans âme ». Avons-nous réellement une histoire, les Barundi? N'est-elle pas travestie? La deuxième citation est celle d'Aminata Traoré. Elle nous dit ceci: l'humiliation du continent africain, ce n'est pas sans rencontre avec l'Occident. C'est surtout notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui nous est arrivé avec cette rencontre sur nos mentalités, sur nos façons de vivre entre nous? La troisième citation est celle de Jean-Paul Sartre. Dans la préface qu'il a faite au livre de France Fanon, Les damnés de la terre. Il nous dit ceci: nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. Il faut donc être conscient de ce qu'on a fait de nous pour pouvoir se libérer et devenir ce que nous sommes réellement. Cette chronique aura donc 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre aux intellectuels, surtout aux jeunes, de véritablement s'interroger sur l'histoire du Burundi, sur l'histoire du Murundi.
ce qui va pousser réellement à réécrire l'histoire du Burundi. C'était un des objectifs que ceux qui ont signé l'accord d'Arusha avaient orienté pour la commission Vérité et Réconciliation. Au troisième point de cette commission, il est bien écrit « clarifier l'histoire ». Jusqu'aujourd'hui, cela fait 20 ans que l'accord d'Arusha a été signé, mais aucun travail n'a été entamé pour véritablement chercher à clarifier cette histoire que nous ne connaissons pas vraiment et que nous vivons très mal. Le deuxième objectif, c'est pousser les gens, les Barundi, à comprendre ce qui nous est arrivé, à comprendre l'aliénation identitaire dans laquelle nous sommes sans le savoir. Ce n'est qu'en explorant notre histoire, ce n'est qu'en nous connaissant que nous pourrons vraiment sortir de cette aliénation. Le troisième objectif, c'est effectivement réellement sortir, comme le dit Jean-Paul Sartre, intimement et radicalement de ce qu'on a fait de nous. Comme le dit le célèbre chanteur Bob Marley, « Emancipate yourself from mental slavery ». Avons-nous conscience des conséquences de la colonisation sur nos mentalités, sur nos façons de nous voir entre nous, sur les stéréotypes créés pour nous? Il faut réellement qu'on se réconcilie avec l'histoire du peuple Burundi. Dans cette chronique, nous allons utiliser des mots importants, des mots clés qu'il est nécessaire que les auditeurs connaissent, mais aussi qu'ils s'interrogent sur ces mots, que parfois nous utilisons sans en connaître la réelle portée. L'identité Murundi, ce terme reviendra souvent dans cette chronique. Quand vous interrogez les Barundi, ils peuvent vous parler, parfois de façon ridicule même, de l'identité Muhutu, de l'identité Mututsi, de l'identité Mutwa. Mais l'identité Murundi, qui s'interroge là-dessus? Qui la met en avant? Le mot-clé qui en découle, c'est la conscience nationale par rapport à la conscience ethnique. D'autres mots-clés comme race, tribu, ethnie, clan, savons-nous ce que réellement ça veut dire? Pourquoi c'est venu durant la colonisation? Est-ce que nos ancêtres, quand ils parlaient de leurs identités, les orientaient-ils dans ces trois mots? Hamit Bantou. Vous entendez souvent ces mots-là. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que cela veut dire? Sommes-nous conscients de ce que c'est réellement? Les deux autres mots-clés importants, je les dirai en Kirundi. Umuryango, ubwoko. Pouvons-nous réellement donner une définition de ces deux mots?
Qu'est-ce que ça recouvre pour le Murundi ancien? Qu'est-ce que c'est pour le Murundi actuel? L'autre mot important et l'autre mot clé, je dirais, c'est l'aliénation identitaire. Sommes-nous conscients que nous sommes dans l'aliénation identitaire? Sommes-nous conscients que c'est cette aliénation identitaire qui nous donne toutes les mentalités de division que nous avons? Nous allons explorer cela. Et cette aliénation identitaire nous a amenés à l'ethnisme qui devient pratiquement une idéologie, à l'idéologie du génocide. Ethnisme et racisme sont-ils différents? Voilà les mots-clés que je demande aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'essayer d'en comprendre la signification, car nous allons en parler beaucoup dans cette chronique. Nous allons explorer l'histoire sur 3 périodes qui correspondent à 3 civilisations. Et nous essaierons de comprendre ce que je veux dire par civilisation, ce que beaucoup d'autres ont écrit sur la civilisation et comment l'appliquer à notre situation. La première période, c'est la période précoloniale. Et cette période-là, je vais la diviser en 2. La première partie, c'est la partie avant Nare-Rushatsi. À l'école primaire, l'école secondaire, on nous apprend le Burundi avec l'avènement de Nare-Rushatsi. C'est probablement la naissance du peuple Murundi, mais avant Nare-Rushatsi. Ceux qui vont composer ce peuple-là, qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Peu d'historiens se sont réellement interrogés sur cette partie essentielle de la connaissance de l'histoire du peuple Murundi. La deuxième partie, c'est bien sûr la partie qui correspond à la venue de Nare-Rushatsi jusqu'à la période où les étrangers sont arrivés chez nous, les Arabes d'abord et puis les Européens. Ce qui va ouvrir justement la deuxième partie, la période coloniale. La période coloniale, elle va du traité de Kiganda, qui nous a mis sous protectorat allemand et non sous colonie, ça aussi c'est à préciser, jusqu'à l'indépendance, 1er juillet 1962. La deuxième période, c'est la période post-coloniale, qui, je dirais malheureusement, est la période de la manifestation de la maladie qui nous a été inculquée durant la période coloniale, cette aliénation identitaire. C'est une période sombre. Malgré quelques années d'accalmie, de nombreuses années, les Barundis se sont entretués. Les Barundis se sont exilés pour fuir les pouvoirs en place. Nous allons l'explorer. J'invite en terminant cette première séquence de la chronique, j'invite les téléspectateurs à répondre à cette question, à s'interroger. C'est un adage kirundi qui dit « Umwami akubaza umuryango ntakubaza ico warayuriye ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous?
Qu'est-ce que ça voulait dire pour nos anciens? Ce Burundi, lorsque je communiquais avec un de nos aïeux, un de nos vieux, pour comprendre certaines choses, il m'a dit ceci: Mwana, ushaka kumenya Uburundi bukiri Uburundi. C'est que nos vieux savent que le Burundi a été transformé. Uburundi bukiri Uburundi. C'est ce que je voudrais essayer de parler avec vous durant toutes ces chroniques. Merci.